Invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. D'abord, hier, nous recevions Bruno Bonnell pour La République En Marche, qui avait l'air de considérer, puisqu'il est dans la même commission que Jean-Luc Mélenchon, que finalement le poids de la défaite in extremis à la présidentielle continuait à porter sur ses épaules. Est-ce que c'est vrai ? Non, je ne pense pas que ce soit le poids de la défaite à la présidentielle, parce que si on regarde, y compris le score que nous avions réussi à obtenir, c'est un beau score qui a fait exploser un plafond de verre. On n'est plus une force politique qui fait un score simplement à 2 chiffres. On est maintenant à 20%. Donc non, il y a pas de lien direct avec la défaite de la présidentielle. Il y a le moment qui est un moment de lucidité. Qui fait qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron avance comme un bulldozer et qu'il faut trouver la méthode pour reprendre la main. Mélenchon lui a accordé le point de la bataille, enfin le premier point de la bataille qu'il mène contre lui. Sur la question précise des ordonnances, ça a le mérite d'être clair, c'est-à-dire que nous avions fait tout ce qui était en notre possible dans l'hémicycle, à l'Assemblée, mais également dans la rue, en étant présent derrière les syndicats. Vous vous souvenez de cette manifestation dont nous avions été à l'initiative le 23 septembre. Nous avions voulu, à l'issue de cette manifestation, appeler à passer le témoin aux syndicats pour justement indiquer que nous ne voulons pas de concurrence avec les forces syndicales. On a vu que le combat était... Mais il n'y avait pas la foule. Il y avait en tout cas, vous l'avez vu, un franchissement de seuil par rapport à tout ce qu'on avait vu au mois de septembre. Il y avait quand même du monde dans les rues, 150 000 personnes place de la République. Mais c'est clair que la suite du combat, et notamment la division des syndicats, mais également la division des forces politiques et syndicales, pose problème. En tout cas, pour nous, ça nous sert de leçon qu'un combat significatif comme celui-ci ait été perdu à cette heure, alors qu'il procède d'une dureté sociale, d'un retour de près d'un siècle en arrière, et qu'il ne va absolument pas améliorer la situation sur le front de l'emploi, c'est significatif. Mais vous parlez d'un siècle en arrière, mais c'est peut-être ça que finalement les gens ont arbitré, c'est-à-dire qu'ils ils ont voté, et c'est un peu aussi la bataille autour de l'émission de Laurent Delahousse. Il l'avait promis, il l'a fait, et visiblement une majorité de Français sont derrière. Le Figaro ce matin considère que Emmanuel Macron se balade, et qu'il est porté par une croissance qui a été revue à la hausse par l'INSEE, 1,9%. Donc il faut, à mon avis, Monsieur Durand, relativiser cette ambiance de plébiscite. D'abord, le contexte particulier de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est un contexte d'une élection qui s'est jouée dans une abstention massive et une adhésion programmatique, une adhésion sur le fond, qui est pas très importante. Statistiquement, aujourd'hui, vous baladez dans la rue, vu ce qu'a été le rapport de force au premier tour, vous avez à peu près autant de chances de croiser un acteur de Monsieur Macron que de Monsieur Mélenchon. Et si j'étais caricatural, je dirais que le seul mandat qui a été confié à Emmanuel Macron, c'était de battre Marine Le Pen. Il n'y a pas d'adhésion massive pour ce programme. Pourquoi ? Parce que loin d'apporter la révolution... Vous avez vu les sondages, là ? Bien sûr, mais attendez, vous avez vu aussi que les sondages sont inédits, mais on n'est pas dans le plébiscite ou dans le commentaire, ni dans la flagornerie, mais enfin les sondages sont quand même des chiffres, même s'ils sont contestables, qui montrent un retournement de tendance qui est totalement favorable à Édouard Philippe et à lui. Attendez, le niveau de popularité auquel nous sommes aujourd'hui, après 8 mois de mandat, il est loin d'être le niveau de popularité qu'on peut attendre d'un président de la République nouvellement élu. On voit bien quand même qu'il y a effectivement quelques spasmes. Mais de manière générale, dans le pays, il n'y a pas de base sociale qui soutienne la politique d'Emmanuel Macron. Mais pour une raison simple, finalement. Et c'est tout le problème. C'est que cette présidentielle n'aura rien réglé des grands défis que nous avions identifiés sur la question sociale, démocratique, écologique. Emmanuel Macron... D'accord, mais il n'y a pas que la question sociale dans la vie. Non, justement. Il y a la prospérité économique, je vous ai cité... il y a la modernisation de l'appareil de production... ce que vous contestez, les lois de travail, il y a beaucoup de Français qui les plébiscitent, considérant que la droite aurait dû le faire depuis je ne sais pas combien de temps. Donc vous voyez qu'il y a un rapport de force dans lequel vous êtes minoritaire. Mais arrêtons-nous un instant, y compris sur la loi travail. Vous venez de la réévoquer. Vous savez, moi, je regarde de très près, y compris ce que disent les employeurs. Vous avez peut-être vu comme moi cette enquête de l'INSEE. Ils sont une stricte minorité à évoquer le droit du travail comme un frein à l'emploi. Madame Pénicaud elle-même, une fois les ordonnances ratifiées, a déclaré sur une chaîne concurrente que ces ordonnances ne procéderaient pas mécaniquement à la relance de l'emploi. Et pour cause, Monsieur Durand, ça fait 20 ans qu'on applique ces politiques de flexibilisation. Non, ce qu'il faut faire pour relancer l'emploi dans notre pays, parce que la situation de l'emploi dans le pays est une situation de pénurie, c'est relancer l'activité. Alors, je vous l'accorde, pas n'importe quelle activité. Une activité socialement utile, écologiquement soutenable, mais une relance de l'activité. Vous avez des organismes qui sont pas... Vous n'avez pas été convaincu par les arguments justement d'Emmanuel Macron sur l'économie et sur l'économie et justement sur l'écologie. Vous parlez de l'interview qu'on a vue sur France 2, qui était une véritable mascarade journalistique, par ailleurs, il faut le dire, parce que la tonalité de cette interview, quand même, donnait à voir quelque chose d'assez singulier quand on la compare à la tonalité qui était celle de l'émission politique de Jean-Luc Mélenchon. Le matin même sur Europe 1. Il y a quand même eu, non, je parle de l'émission politique qui a été faite il y a quelques semaines. Mais arrêtons-nous sur la question de l'écologie. Regardez par ailleurs le travail journalistique qui a été mené par Monsieur Delahousse. Quand Monsieur Macron nous dit on va mettre la finance, parce qu'on a bien vu un discours pro-finance, on va mettre la finance au chevet
du climat. C'est la finance qui s'y met elle seule, parce qu'on ne peut pas obliger Michael Bloomberg à faire ce qu'il a envie de faire. Pourquoi est-ce que Laurent Delahousse n'a pas interrogé plus précisément M. Macron sur ce point, puisque vous savez que depuis 2015, les grandes banques ont financé pour 630 milliards de dollars les entreprises du charbon. Entre 2014 et 2017, les banques françaises ont augmenté de 135% leur investissement dans le charbon. Donc ce ne sont que des incantations. De la même manière sur la question du nucléaire, quand il dit qu'il faut poursuivre dans cette voie-là par rapport au mix énergétique, on sait aujourd'hui que c'est 100 milliards pour le grand carénage. Ces 100 milliards ne pourraient-ils pas être investis? Mais c'est un monde du business, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est un monde du business, vous le savez, qui est partagé, parce que par exemple Facebook, Google, on parlait de Bloomberg tout à l'heure, au contraire, ils sont entièrement en train de tourner l'organisation de leur société vers l'écologie. Donc je vous accorde bien volontiers ceux qui investissent dans le charbon, mais il y a une autre partie du capitalisme mondial qui n'est pas du tout d'accord. Monsieur Durand, dans capitalisme vert, le problème, ce n'est pas la couleur. C'est le capitalisme qui, intrinsèquement, quelque part, quand on dit on va mettre la finance au chevet du climat, moi je l'ai écrit comme ça l'autre soir, c'est comme mettre un assassin au chevet de sa victime. C'est finalement le capitalisme et le productivisme et la finance qui ont produit cette catastrophe. Vous voyez, c'est vous-même qui avez fait le lien entre capitalisme et assassin. Enfin, le monde entier vit sous ce régime-là aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire, quand on dit, non mais attendez, pourquoi j'utilise ce terme-là? C'est parce que Emmanuel Macron parle de mettre la finance au chevet du climat. On vit sous le capitalisme, on vit pas menacé par les assassins. Vous comme moi, quand vous allez rentrer en vacances dans le Nord... Monsieur Durand, la finance, aujourd'hui, le capitalisme productiviste mondialisé, a une responsabilité qui est sans doute la première dans l'état actuel du climat. Et ça a déjà été expliqué. L'activité humaine, telle qu'elle est pensée aujourd'hui, a un impact très fort. Et quand bien même, regardez, Emmanuel Macron a l'air de penser que la finance est vertueuse, qu'elle s'alloue automatiquement correctement. Une partie. L'OCDE dit que même si on partait sur la finance verte, chose à laquelle moi je ne crois pas, il faudrait 2300 milliards d'investissements par an pour réaliser les objectifs de la COP21. Aujourd'hui, on n'est qu'à 130 milliards. Regardez, tout est basé dans la politique budgétaire du gouvernement sur le fait de croire, et c'est un pari que moi je trouve beaucoup trop hasardeux, que la finance s'alloue de manière vertueuse. On a libéré le capital pour plus de 9 milliards sans contrepartie. Monsieur Durand, aujourd'hui, 80% des profits ne sont pas réinvestis dans l'économie réelle. Voilà la réalité. Question. On parle évidemment d'une politique migratoire qui se durcirait considérablement. J'ai lu que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers qui travaillent en France. C'est évidemment pas du tout. Il faut bien te le préciser. Non, c'est pas du tout ce qui va être évoqué par le gouvernement. Alors, le distinguo ne sera pas sur le travail, il se fera sur le droit d'asile, l'accueil politique, ce sera différent. Mais qu'est-ce que vous allez défendre au retour des vacances sur un texte qui est attendu pour le premier trimestre? Alors, je vais être très clair avec vous sur ce point. Vous avez raison de préciser les choses. Quand j'ai appelé à la régularisation, c'est des sans-papiers qui travaillent aujourd'hui dans ce pays. Et figurez-vous que, si on en croit les enquêtes d'opinion, 70% des Français sont d'accord avec moi. Effectivement, 65% ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Alors... Attendez, c'est deux choses différentes. Que celles et ceux qui travaillent aujourd'hui dans ce pays, qui participent à l'activité économique, qui payent des impôts, puissent avoir des papiers, ça semble normal à 70%. Mais ça écarte les clandestins, parce qu'il y a aussi les clandestins alors après, regardons la réalité. Aujourd'hui, le grand souci que nous avons, c'est que tout est pris sous le prisme de l'accueil. Il y a, pour moi, la France ne joue pas son rôle à plein au niveau de l'accueil. Vous avez vu les maires de ces 7 grandes villes, dont Martine Aubry pour Lille ou Alain Juppé pour Bordeaux, qui ont signé cette tribune dans Le Monde pour dire l'État ne met pas assez de moyens pour que nous puissions faire ce que nous aurions à faire. Mais par ailleurs, vous remarquez peut-être que dans le débat public, on n'évoque jamais la question de la migration sous le prisme des causes réelles. Quelles sont les causes réelles? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas accueillir ou rester ou ne pas réexporter, si le mot est les clandestins? Mais peut-être. C'est la phrase de Rocard, en fait. Ils viennent, on n'est pas obligé. Monsieur Durand, peut-être que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. En tous les cas, aujourd'hui, nous ne sommes pas... Donc, à un moment, il faudra qu'il y ait un tri. Attendez, nous ne sommes pas au plein de notre capacité d'accueil. Par ailleurs, un tri, regardez, moi, je vous pose les choses de manière rationnelle. Je vous dis, aujourd'hui, nous ne traitons pas les causes profondes des migrations. Quelles sont ces causes? D'abord, vous le savez comme moi, les guerres, dans lesquelles la France pourrait avoir une parole plus indépendante qu'elle ne l'a aujourd'hui, pour pouvoir essayer de les juguler. Ensuite, Monsieur Durand, il faut quand même le dire, il y a aussi la question des accords commerciaux inégaux. Regardons quand même. Vous avez des personnes qui défendent une politique économique qui est celle du libre-échange, qui sont les mêmes qui se plaignent de voir les migrants arriver sur notre territoire. Mais Monsieur Durand, quand un poulet subventionné, produit en Europe, arrive sur le marché nord-africain. Attendez, laissez-moi, je prends un exemple. C'est pas la même chose que la circulation des hommes et des femmes. Attendez, laissez-moi finir mon raisonnement. Justement, je vous prends un exemple qui est précis et qui va parler à beaucoup de gens. Quand nos économies sont fondées sur l'export, et qu'on importe des produits subventionnés, qui font que le poulet qui court dans la basse-cour nord-africaine coûte
plus cher que le poulet européen subventionné. Il y a des frontières, il y a des nations. C'est nous qui ruinons. Il n'y a pas de nation du poulet. Attendez, il y a le libre-échange quand même, vous le savez ça. D'accord, mais il n'y a pas de nation du poulet. Laissez-moi dire. Ce que je veux vous dire, c'est que notre manière de faire les échanges économiques, et notamment le libre-échange, ruine les capacités de certains pays à se développer. C'est nous qui, à bien des égards sur l'aspect économique, poussons les gens à sortir. Monsieur Durand, migrer est toujours une souffrance. On ne migre pas par plaisir. Donc d'abord, traitons les causes. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et ensuite, effectivement, regardons ce qu'il se passe. Mais quand des gens... Il y aura une opposition il y aura une opposition totale. Il y aura un appel à ce que plutôt que de mettre des barbelés aux frontières, d'abord on traite les causes. Et ensuite, Monsieur Durand, que les gens viennent à nos frontières pour des raisons de demande d'asile, et notamment à cause des guerres ou pour des raisons économiques, ils fuient la misère. Vous m'entendez, la misère. Mais ceux-là seront acceptés probablement. Ceux-là seront acceptés probablement. Il faut regarder parce que visiblement le texte que vous évoquez du gouvernement vise plutôt à renforcer les contrôles. Dernier petit point, pardonnez-moi de vous demander de répondre rapidement. Il y a cette polémique sur l'avion donc au retour de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on n'est pas en train en France de sombrer dans une sorte de polémique à gogo sans intérêt, chambord? On vient de parler du Conseil du numérique. Là, on parle d'un déplacement en avion. Finalement, je suis pas sûr que ce soit sans intérêt. Vous avez l'air de bailler ça d'un revers de la main, mais 350 000 € pour gagner 2 heures de timing. Alors après, ça se discute de savoir si c'était si urgent d'être à l'heure, mais en tout cas, 350 000 € pour arriver à l'heure à 2 heures, ça peut faire cher. Puis, il y a une espèce de cohérence globale. Vous savez qu'on a reproché à Mélenchon de circuler en business, alors que les gens qui travaillent avec lui dans les avions circulaient dans la classe économique. Quel est le rapport? Non, mais je ne dis pas qu'on lui a reproché aussi. Non, mais là, vous êtes en train de comparer le fait que Jean-Luc Mélenchon ait voyagé en business avec le fait qu'on ait affrété un avion à 3... Ah oui, c'est une question de confort. Non, mais pardonnez-moi, c'est l'argument. Monsieur Durand, vous mettez ça sur le même plan. Vous mettez le fait de voyager en business sur le même plan que d'affréter un avion à 350 000 €, je suis pas sûr que ce soit très habile comme raisonnement. Ce que je veux vous dire pour répondre à la question, non, mais la question que vous m'avez posée, c'est de savoir si c'est pas une polémique inutile. Monsieur Durand, dans le même temps, on baisse les APL de 5 € à plein de gens qui en ont besoin. On n'augmente pas le SMIC. Et dans le même temps, on fait une politique qui est favorable aux plus riches. Regardez la signature qu'envoie ce gouvernement. On demande des efforts de bout de chandelle partout. Vous avez les services publics, les hôpitaux qui craquent de tous côtés où les gens sont à bout de souffle. Et on voit que pour gagner 2 heures, on peut, alors qu'on met le rabot partout, en un claquement de doigts, affréter un avion à 350 000 €. Je comprends que ça choque. Pour autant que j'ai pas beaucoup de références sur les tarifs des avions privés. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci. Je rappelle les députés du Nord. Quelques jours de repos après, évidemment, une session parlementaire depuis le mois de septembre qui a été extrêmement dense pour tous les parlementaires qui sont pour une grande partie nouveaux. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Il est 8h30, nous avons rendez-vous avec la revue de presse de Renaud Blanc. Accord des accords, et après David Kayat. Les sujets ne manqueront pas ce matin puisque nous allons parler de l'actualité de la santé.